Ok, mais c'est juste pour faire le lien parce que du coup, ça va très bien comme intro. Et un des événements et un des facteurs fondamentaux, mais qu'on commence à évoquer depuis pas mal de temps aussi, sur le crypto Twitter, sur YouTube, on est d'accord qu'on est au fond du trou tous, hein, dans l'ensemble, les gens se tirent dans les pattes, ça gueule, ça troll, bon, c'est un peu le spectacle et pas forcément très gai, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que font les whales? Et comme tu l'as montré, ben, ça accumule. Et là, c'est pour Bitcoin, Realize Cap, donc le market cap réalisé. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu aussi pas mal d'entrées de liquidités qui vient des nouveaux acteurs, hein, c'est-à-dire les institutionnels. Pour ceux qui suivent les lives sur ma chaîne aussi, on a vu sur Glassnode que pour passer de 50 à 100K sur BTC, il y avait eu 450 milliards qui avaient été injectés de nouvelles liquidités, principalement sur les nouveaux institutionnels qui sont rentrés, hein, avec les ETF et autres. Et là, on voit très bien la différence et surtout la magnitude en fait de ces nouveaux capitaux qui sont rentrés, principalement sur BTC, on est d'accord pour l'instant, mais il y a des nouveaux acteurs qui sont là. Hein. Ça, c'est ces nouvelles baleines en violet, c'est celles qui achètent agressivement à la moindre correction et qui sont en train de se faire leur bague, qu'ils ont mis du temps à pouvoir acheter, et maintenant qu'ils peuvent l'acheter, il y a toute cette mécanique au final de compensation où ils vont essayer d'accumuler avant le bull run. Donc en fait, avant la reprise ou laisser partir le prix un peu à la hausse, et ça on va le voir aussi après. J'ai retrouvé aussi mon tableau d'Arkham, hein, parce que vous avez sur Arkham Intelligence, donc un des outils qui font de l'analyse on-chain, le bac de BlackRock, hein, tout simplement ce qu'ils détiennent en termes de coins. Hein. Donc vous avez en BTC première position à 60 milliards. Hein. Ether, ils en ont encore accumulé depuis la dernière fois qu'on l'avait regardé, on était à 1.3, maintenant ils en ont rajouté 1.346. Et en fait, vous pouvez regarder directement sur Balance History, vous choisissez votre coin, soit vous avez BTC, vous voyez un peu la tendance. Et si vous prenez après Ether, alors pourquoi ça déconne? History. Bon, je sais pas pourquoi, c'était le graphique qu'on avait juste avant. Ah, il y a eu un bon pump là. Sur le ouais, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça? Parce que tu as vu, avant, on avait quelque chose de plus. Ah, des fois, ils ont des bugs. Moi aussi, quand je l'utilise. Token Balance History, des fois. Ether, on va le réessayer un deuxième coup. Voilà. Bon, normalement, ça doit donner des ça. fois, ils ont des bugs. Donc, en fait, ils n'arrêtent pas. Bon, alors, l'accumulation, on est d'accord qu'elle est très légère, mais bon, sur le graphique, en gros, ça correspond à plusieurs centaines de milliers d'Ethers qu'ils ont rajouté à leur portefeuille. Donc, dans l'ensemble, ils continuent d'accumuler. BlackRock, voilà. Donc, c'est encore la preuve on-chain, en fait, qui continue d'accumuler. Les ETF, on en a parlé. Et après, je voulais quand même vous faire présenter cette donnée sur les contrats futurs, les options. Et ça, il n'y a pas, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent de ça. Ça, on l'évoque sur ma chaîne et je suis en train de le creuser pas mal aussi pour voir l'influence que ça a. Et je pense qu'on en a de plus en plus. Rappelez-vous des rapports qu'on avait vus en septembre, octobre institutionnels avec Glassnode et Coinbase notamment, qui disaient que les institutionnels, en plus de s'intéresser aux instruments spot et aux ETF et à détenir les actifs directement, ils s'intéressent aussi aux marchés futurs qui ont atteint des nouveaux sommets en termes d'intérêt, en termes de volume, en termes de ce qui se transite à travers ces instruments, donc les contrats futurs, les options, toute cette partie-là, où franchement le retail est pas bien impliqué là-dedans. Et en ce moment, donc alors est-ce que c'est lié ou pas? On a les whales qui accumulent et en même temps, on a des positions short, par exemple sur Ether, qui n'ont jamais été aussi importantes. Donc là, on a le cumulé sur la CFTC et la CME. Et regardez un peu, on a 11 milliards en short sur Ether. Donc au final, tu as quand même un effet suppression ou attente au niveau du prix sur les contrats futurs, parce que là, on parle bien de contrats futurs, hein, c'est pas des choses sur les exchanges directement, mais sur le marché des contrats futurs, il se passe des choses, alors en long, en short. Là, on voit clairement qu'en ce moment, le sentiment est partagé. Et il y a aussi énormément de shorts, donc à voir s'il va y avoir un squeeze, c'est-à-dire que les gens vont chercher à sortir ces shorts-là. Je sais pas, franchement, je suis en train d'étudier un peu comment ça pourrait influencer le marché, parce que c'est assez récent, pour être sincère, toute cette partie-là pour moi, essayer de comprendre comment ça marche, comment ça peut influencer. En attendant,
on voit que ça a de plus en plus d'importance, tout ce qui va être contrat futur. Donc, je pense que c'est quelque chose à creuser. Hein. Vous pouvez aller directement d'ailleurs sur la CFTC. Alors là, par contre, le truc est dégueulasse, mais tu peux aller voir directement sur le site de la CFTC tout ce qui se transite, le nombre de contrats futurs. Donc, ça sera un point de données à aller regarder, je pense, dans le futur. Attends, j'avais Ether. Ils sont où? Voilà. Vous avez Ether Cash Settle, CME. Voilà. Donc là, tu as les contrats possibles. Alors, c'est pas trop lisible. Hein. Je vous avoue que j'ai pas non plus le détail vous expliquer en long et large en travers comment ça marche. Mais sachez que c'est là. Sachez qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des institutionnels pour ces marchés sur les futurs. Et ça va avoir un impact, je pense, de plus en plus important. Donc ça, c'est quelque chose à regarder aussi. Donc on continuera de comprendre et d'apporter des choses là-dessus. Mais voilà, en ce moment, il y a ça aussi sur Ether qui lui pend au nez. Donc à voir comment ça évolue. Mais en plus de la suppression à travers les mauvaises nouvelles, les choses comme ça, il y a aussi tout cet effet sur les instruments long terme. Et après, alors ça c'est sur TradingView. Je vous ai présenté cette partie sur la M2. On voit toujours, c'est bon? Je fais un petit check. Ouais, c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. Ok. Donc là, on avait parlé de la M2 Global Supply qu'on avait vu avec Thibaut. Donc on avait vu effectivement qu'il y avait eu des augmentations. Là, j'ai trouvé une autre charte qui est un peu plus flat, un peu en log par rapport à celle que j'avais avant. Donc je pense qu'on va partir sur celle-là en écran splitté. Et on voit très bien ce qui a été fait en 2020-2021, la correction. Et là, selon cette charte, parce qu'en fonction de comment tu le regardes, on l'a touché brièvement, mais est-ce que tu prends les balances des 4 principales banques centrales? Est-ce que tu prends un maximum de banques centrales? Et donc, en fonction de comment tu le calcules, tu vas avoir des petites différences, mais dans l'idée, les mouvements sont quand même assez similaires. Et là, on se rend compte en fait que on a une baisse des liquidités de septembre à début janvier, et là on serait plutôt sur une reprise haussière. Donc si ça se confirme, qu'est-ce qu'on peut attendre? Si on regarde les dernières fois que ça s'est passé une augmentation, et c'est pas une augmentation non plus terrible, hein, si on dézoome un peu, là il y avait une grosse augmentation, on est d'accord. Là c'est plus des fluctuations, mais qui ont quand même leurs importances. Si on regarde depuis l'inversement de la tendance, c'est-à-dire il y avait une baisse plutôt lissée sur les liquidités. Dès que ça commence à augmenter, on a une augmentation pendant 49 jours. Donc là, on parle de novembre 2023. Donc on a une augmentation sur 50 jours. Ce qui s'est traduit au final sur le pic sommet. Donc en mars 2024, il y a eu aussi la nouvelle des ETF. Et si on regarde un peu le début de l'inversement de la tendance, au final, quand c'est que ça a commencé à sortir de cette correction, la range sur Bitcoin, par exemple, là on parle de Bitcoin, hein. Donc, le range de Bitcoin où on était depuis la dernière augmentation, on parle de 35 jours en fait, depuis le pic des liquidités. Donc ça veut dire que les liquidités, la M2 a augmenté au niveau global. Ça a mis du temps à diffuser et 30 jours après, on a eu un vrai inversement de tendance, enfin une sortie du range plutôt sur Bitcoin qui s'est traduit 30 jours après sur un nouveau pic, un ATH. Donc là, on était aux alentours des 70K. Et pareil, au final, sur la fin d'année dernière. Mais c'est une tendance qui a commencé en juin. Donc pendant la correction de mi-cycle où tout le monde faisait chier encore, un peu comme là, même si le sentiment était moins pourri, faut le dire aussi. Mais en juin, pareil, on avait un range, une petite baisse des liquidités. Ça a commencé à augmenter de manière un peu significative jusqu'à 30 septembre, le top. Donc 105 jours. Vous voyez que ça prend du temps à chaque fois. Et là, pareil encore, le top de fin novembre, début décembre, 63 jours. Et encore une fois, la augmentation de sortie d'un peu de la tendance du range, vraiment à partir de fin octobre, avec les premières semaines de novembre, avec l'élection de Trump, encore une fois avec une nouvelle aussi. Mais encore une fois, 20-30 jours. Donc l'idée, c'est pas de dire que c'est obligatoirement, il y a des temps précis, et quand on arrive le mardi 7, je sais pas quoi, de quel mois, à telle heure précise, ça va pump, mais c'est juste pour vous montrer qu'une fois qu'on a la liquidité qui augmente, ça dure pendant un certain temps. Une fois qu'on a atteint le pic, ça met du temps aussi à se diffuser sur les actifs, et il y a encore un temps de latence pour atteindre le top, si peu que c'est aidé par une nouvelle aussi. Mais dans l'idée, il y a toujours un temps de latence. C'est jamais immédiat l'effet d'une baisse de taux, d'une annonce au niveau monétaire. Ça prend toujours un temps à infuser.
Et c'est pour ça, voilà, qu'on parle potentiellement de mars pour la season ou quelque chose qui sera un peu retardé parce que pour l'instant, voilà, au niveau macro, ça change, mais on sait très bien que ça va prendre du temps. Donc là, on est plutôt sur du positif, on est d'accord, même si on n'a pas forcément une baisse de taux ultra importante et un quantitative easing qui part n'importe comment, mais dans l'idée, si on a quand même une augmentation des liquidités, même si elle n'est pas très importante, regardez, bon, on est d'accord, là, c'était beaucoup plus important, mais même ici, qui est quand même plus... c'était moins impressionnant que ce qu'on a eu par le passé, on est quand même Bitcoin qui est passé de 70K à 108, quoi, au top. Donc, ça permet quand même de faire des bonnes augmentations sur le marché, et si on rajoute le total 3, on va le mettre. Non, attends, on va le rajouter directement sur le graphique. Là, il est où? Voilà. On voit toujours, c'est bon, je fais un petit check parce que je parle dans le vide. Donc c'est tout bon. Si on rajoute, donc là c'est en bleu, on a Bitcoin, j'ai sorti les chandelles parce que c'est plus visible comme ça avec la courbe. Mais en plus, tu as le marché des altcoins, donc total 2 pour le coup, là j'ai mis. Donc tous les altcoins, enfin, le marché des cryptos sont Bitcoin, hein, comme l'a dit Thibaut aussi. Total 2, c'est toutes les cryptos, le market cap sans Bitcoin. Total 3, tu sors Bitcoin Ether. Et après, tu as le total 10 où tu sors les 10 premières. Et là, en fait, il y a un temps de latence aussi sur les alts. Hein, c'est-à-dire que premièrement, il y a un pump sur Bitcoin. Et après, les alts pump derrière. Mais vous voyez que le premier pic sur Bitcoin, il y a eu un petit temps de latence de quelques semaines pour arriver sur le marché des alts. Donc, en fait, tu as d'abord l'impression monétaire. On attend, allez, quoi, un mois avant de voir un mouvement sur Bitcoin. Ensuite, il y a encore, une fois qu'on atteint un premier pic sur Bitcoin, 2-3 semaines sur les alts. Et enfin, le dernier élément, on le voit pas trop, du coup, je vais le présenter directement, c'est l'intérêt sur le retail, qui a encore du retard par rapport à tout ça. Si on regarde le premier pic sur Bitcoin, où ça avait bien pumpé, donc 18 novembre, on se rend compte que les vues YouTube, hein, on est d'accord, donc YouTube c'est full retail, c'est sur Google les gens qui tapent comment acheter du Bitcoin, comment aller sur telle plateforme, c'est quoi ce projet, donc c'est vraiment un proxy pour aller étudier ce que fait le retail. On se rend compte aussi que le pic de vues il est semaine du 25 novembre au 2 décembre. Donc en fait, les gens s'intéressent aux cryptos en fait quand ça a déjà bien pumpé, qu'on a atteint les nouveaux ATH, qu'on a eu plusieurs semaines de hausse consécutive. Et donc potentiellement, ils arrivent tard. Hein. C'est pour ça qu'on dit que la plupart des gens, et je sais que la plupart des gens qui regardent ici, c'est pas votre cas, vous avez compris comment ça marchait, mais il faut bien comprendre avec qui on joue aussi. Donc on a les institutionnels d'un côté et le retail qui, pour une partie sur Bitcoin, il est beaucoup plus informé. Ça, on l'a montré aussi dans le live dimanche dernier. Mais il reste quand même une partie des gens et notamment les nouveaux entrants qui sont rentrés principalement sur Solana et sur le Memecoin. La liquidité, et on l'a démontré aussi avec les rapports Glassnode, sur ce cycle, principalement, elle est allée sur les Memecoin et Solana. Donc ça a été plutôt, c'est avec la conséquence qu'on est en train de voir actuellement. Donc elle n'est pas allée sur les autres alts avec de l'utilité, même s'il y en a quand même un peu, mais il n'y a pas eu une grosse apport de liquidité de la part des retail sur des coins avec plus d'utilité. Ça a été acté. Mais on a quand même ce retard par rapport au pump, aux ATH, où les gens s'y intéressent vraiment quand il y a eu la plus grosse hausse, que c'est acté, que ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'on sait qu'on a cette situation. Et c'est là où on voit un pic d'intérêt, en fait. Alors là, parce que ça all. Donc voilà, on commence à plus avoir les données. Ça serait bien d'avoir les données sur 2021 et 2020 pour avoir aussi la comparaison. Mais dans l'idée, on est retourné sur des niveaux assez importants, mais uniquement, voilà, semaine du 25 au 2, donc 25 au 2, on était là. On a eu quand même... alors, les vues ont commencé à augmenter sur la montée, mais dans l'idée, le pic d'intérêt, c'est vraiment quand on arrive à ces ATH. Donc, en fait, si on refait toute l'histoire depuis le début, premièrement, tu as les liquidités au niveau global qui augmentent dans le feutré. Bon, pendant ce temps, ça, tu corriges, tu latéralises, tu t'en rends pas forcément compte. Dès que tu arrives à un top sur les liquidités, ça commence à réagir un peu après, 20, 30 jours, un mois, certaines périodes de temps, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une latence. Ça réagit sur Bitcoin. Un peu après, ça réagit sur les alts. Et quand ça a bien réagi partout, ça réagit au niveau du public en général, le retail. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre son mal en patience dans des moments comme ça, parce que là, on se retrouve sur une
alors, correction, latéralisation, comme on veut l'appeler, mais bon, avec un niveau plus haut. En fait, c'est là où la smart money achète, en fait. Quand tu as les liquidités qui augmentent, c'est là où la smart money achète. Et quand tout le monde en entend parler et quand vous voyez sur Twitter, ah, Bitcoin a fait un ATH, ah, tel crypto a fait un ATH, en fait, vous êtes l'exit liquidity parce que vous prenez toutes les cascades de liquidité de tous ceux qui sont placés avant vous, en fait. Ben, reboucler sur sur BlackRock et les whales qui achètent, tout simplement. On est où voilà. Reboucler sur les whales qui achètent, notamment avec Ethereum. Bon, c'est pas des gros influx, mais on voit que ça continue d'accumuler. On a plusieurs grosses entités qui en ont accumulé. On sait qu'il y a des fonds souverains qui ont annoncé qu'ils avaient acheté du Bitcoin. En gros, sur les gros market cap et sur les grosses cryptos, on est plutôt sur des flux entrants. Donc, c'est quand même curieux que les grosses baleines et les gros porteurs, ceux qui ont les meilleures infos, achètent pendant que le retail est en train de se pouiller sur Twitter, à voir quel projet qui arrogue le plus, si c'est mort, si on aurait une season. Bon, c'est un peu... il y a un peu une dissonance entre ce que font les gros, les institutionnels et le retail. Et surtout, attends, remets peut-être aussi ton graphique, je vais te montrer l'info. C'est que quand on a vu, donc il y a des cascades de liquidité, quand il y a une augmentation du coup de la M2 Money Supply, c'est pas immédiat qu'il y ait l'augmentation. Ouais, je vais le remettre. Attends, je vais me remettre en full. Voilà, qui est tout de suite une augmentation sur Bitcoin. Ça met un certain temps avant de se disséminer dans l'économie et d'aller directement sur Bitcoin. Là, ce qu'on remarque, c'est que dernièrement, tout à la fin de la courbe, on est sur une reprise de la tendance haussière. Et pour l'instant, Bitcoin, il est flat. Donc, si on suit le pattern historique, ça vous donne des informations. Là, la smart money, en fait, est en train d'accumuler, quoi. On est en train de resuivre le même pattern qu'on a connu depuis le début de ce cycle, en fait. Donc, le scénario le plus probable, au-delà de tous les autres critères qu'on vous a présentés, parce que là, c'est un critère parmi tant d'autres, mais qui est quand même très significatif, c'est que le scénario le plus probable, c'est qu'on ait encore une vague haussière sur Bitcoin. Et s'il y a une vague haussière sur Bitcoin, c'est positif, c'est qu'il y a une continuation de la tendance. Là où ça invaliderait tout ça, c'est si en weekly, par exemple, on allait clôturer en dessous des 70 000 balles pour le Bitcoin. Là, en effet, ça commencerait à puer. Mais pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Donc, tant que le Bitcoin reste fort et qu'on est dans des conformations comme ça, voilà, comme certains le disent dans la section commentaires, faut prendre son mal en patience. Et je vois pas de raison plus que de raison supplémentaire de paniquer. En fait, on est toujours. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Évidemment qu'il va falloir toujours se poser des questions parce qu'il n'y a aucune vérité comme à chaque fois. Parce qu'il y en a certains qui vont dire « Ah, vous êtes sûr qu'on va être en bull run ?» On n'en a aucune idée. Et la réalité, c'est que toi, tu n'en sais rien, personne n'en sait rien, Warren Buffett n'en sait rien non plus, et que même chez BlackRock ou chez Fidelity, ils n'en savent rien. Personne n'est capable de prédire l'avenir. Personne. Voilà. À part si tu es capable de, toi, faire même le marché. C'est-à-dire que tu en as même certains qui s'amusent à manipuler avec des contrats à terme, des perpetuals, et ce que vous voulez pour manipuler ou suppresser le cours de certains actifs et après pour pouvoir eux derrière acheter en spot. Donc ils peuvent même se hedger, ils peuvent shorter le marché et après derrière profiter des achats en spot pour gagner en fait dans les deux sens. Mais pour un retail moyen, faut pas se leurrer en fait. Vous pouvez pas faire le marché et il faut plutôt regarder ce que font les gros. Et pour l'instant, il n'y a aucun signe avant-coureur pour moi d'une fin de marché ou d'une fin de tendance. En fait, on est toujours dans une période de range et d'accumulation qui est, ça pareil aussi, on est d'accord, différente de ce qu'on avait connu sur le cycle précédent. En fait, il y a une sorte de translation. Là où on était déjà en alt season, il y avait déjà une euphorie et pas mal de performances sur les alts en février 2021, parce que c'était pas du tout la même politique monétaire, la même politique de taux, et on était sur le code du quantitative easing et de l'impression monétaire en veux-tu, en voilà. Là, aujourd'hui, et dans des périodes comme ça, c'est absolument pas la même chose. D'accord ? Et vous savez que j'aime pas le terme « cette fois-ci, c'est différent ». Parce que pour moi, ça ne le sera pas tant que ça. Ceux qui disent cette fois-ci, c'est différent, il n'y aura pas d'alt season, on verra. Les cycles se ressemblent quand même beaucoup, même si à chaque fois, il y a quand même des différences. En 2021, tout le monde s'attendait à la fin d'année à une période euphorique et une croissance parabolique entre octobre et décembre. Et finalement, on ne l'a pas eu. On a eu un double top. C'était encore jamais eu jusqu'à maintenant. Là, cette année, on s'attendait tous à avoir, enfin, on s'attendait tous, non, vous y avez quand même pas mal préparé, mais tout le monde s'attendait à avoir une augmentation super significative, finalement, sur janvier et février. Peut-être que ça ne sera pas le cas, peut-être que ça sera vers, j'en sais rien, moi, juin, juillet, août, ou voire même fin d'année.
ou peut-être différemment, parce que cette fois-ci, s'il n'y a pas un apport de liquidité suffisamment important, peut-être que tous les altcoins n'augmenteront pas. Et peut-être qu'il va falloir être encore beaucoup plus conservateur et beaucoup plus sélectif des projets qu'on a en portefeuille. Ou alors, ça va prendre même aussi le contre-pied de tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que plus les gens disent il n'y aura pas d'altizone, c'est pourri, c'est de la merde et tout, plus on peut être dans un truc où en fait ça prend complètement le contre-pied et tu as une altizone telle que tu n'auras jamais eu jusqu'à maintenant. C'est aussi possible. Et pour moi, il faut se préparer à tous les scénarios et de se dire, OK, jusqu'à présent, il n'y a pas de signe avant-coureur d'une fin de tendance ou d'un arrêt en fait de cycle ou de peut-être ne pas avoir directement d'alt-season. Et à partir de quel moment on considère que ce scénario est invalidé? À partir de quel moment on peut considérer que l'alt-season soit n'aura pas lieu, soit aura lieu, en fonction de ce que nous, on privilégie. Il faut toujours se préparer là-dessus. Vous voyez? Je vais repartager mon écran pour compléter ce que tu as dit. Allez. Par rapport à l'analyse technique, je vais passer assez vite dessus parce que je pense que tous ceux qui nous suivent régulièrement, franchement, commencent à comprendre un peu la même rengaine, quoi, hein. Là, on voit mon écran ou pas, Théo? Yes. Nickel. Bon, je vous ai remis la dominance du Bitcoin en pourcentage en weekly. On avait le canal haussier, on est descendu, on avait été rejeté, on est venu le réintégrer avec une mèche ici qui pour moi peut être une mèche en fait de capitulation sur la dominance en fait. Donc capitulation inversée, d'une certaine manière, c'est capitulation sur les alts par rapport au Bitcoin en fait. On a été ensuite rejeté, on est repassé en dessous de ce range. Regardez, hein, on est passé en dessous et il faudra regarder la clôture à la fin de cette semaine, où est-ce qu'on sera? Est-ce qu'on va réintégrer ce range ou est-ce qu'on va clôturer en dessous? Moi, j'aimerais bien qu'on clôture en dessous. Donc ça, on verra. Mais vous vous souvenez, sur le cycle de 2020-2021, en fait, dès 2019, on avait déjà une baisse de la dominance du Bitcoin et tout le monde disait altizone, 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 altizone. Après, on est reparti à la hausse jusqu'à fin décembre 2020, avec une dominance qui a pété les 74%. Et ensuite, on est parti sur la baisse. Donc, on a eu en fait une baisse de la dominance, une augmentation pour péter la TH, et ensuite, on est parti en baisse. Là, c'est pareil. Augmentation, augmentation, augmentation. On baisse, on repart. Et là, le scénario le plus probable pour moi, c'est qu'on latéralise encore un peu et qu'on vienne chercher des plus bas en termes de dominance. Ensuite, dézoomer un peu. Là, regardez, hein, on est toujours sur une période d'accumulation sur le Bitcoin et je me suis amusé à tracer une petite droite de tendance en fait pour regarder la tendance long terme. Regardez qu'en fait, on est clairement en support sur la droite qui correspond en fait presque à l'ATH du cycle précédent, les deux tops du cycle précédent, pour le cas du Bitcoin. Si on regarde pour l'Ether, je vois pas de signe baissier en fait sur l'Ether. On est clairement sur un gros et énorme bull flag. Regardez, hein. Ça, c'est la tendance de 2021. D'accord? Là, on est clairement sur un bull flag avec, à chaque fois, on vient taper le support. On est tapé la borne haute, la résistance. On a une mèche de capitulation et tout. Et pour moi, tant qu'on ne vient pas casser à la baisse et qu'on ne vient pas clôturer en hebdomadaire, par exemple, là, cette figure technique, il n'y a aucune raison de se faire des nœuds au cerveau, en fait. On est toujours dans une période de range. Et vous vous souvenez de ce qu'on vous a dit au début de ce live par rapport à la M2 Supply, hein. Regardez ce qu'on voit là, sur la M2 Supply. Regardez, ça augmente comme ça. Et là, je vous mets l'Ether. Vous n'avez pas l'impression de voir un peu la même chose? Moi, je trouve que ça crève les yeux quand même, hein. On voit exactement la même chose, en fait. Et pour moi, ça, c'est vraiment symptomatique de la volonté des investisseurs à prendre ou non des risques. Et pour l'instant, la smart money là est en train d'accumuler, d'accord? Les retail vendent. C'est ce qu'on observe. Donc on verra. Il va falloir évidemment se reposer des questions si jamais on vient casser à la baisse, mais pour l'instant, on est toujours en train de latéraliser. Et pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on ait un breakout à la hausse. Dans les prochaines semaines, prochains mois, on verra. Si tu veux, je peux partager un autre élément sur ce point-là, pour aller compléter, parce qu'effectivement, ton bull flag, c'est nickel. Mais pour aller encore vous donner d'autres pistes, en fait, hein, toujours essayer d'apporter d'autres éléments. Et ça, j'en ai parlé aussi sur mon live dimanche. Donc là, c'est un peu les deux scénarios qui se trament pour Ether, hein, avec Ether potentiellement going home, qui est notre scénario, avec le bull flag que Thibaut vous a présenté, avec head et shoulder inversé, hein, pour ceux qui aiment les shampoings. Et du coup, tu as une droite de tendance au final que tu peux tracer
comme tu l'as fait pour Bitcoin, sur les tops des précédents marchés, le support actuel sur le marché, et celle qui fait moins plaisir, c'est le support sur les tops de bear market, en fait, avec bull flag, donc triangle de compression, et donc ça peut sortir, bien évidemment, soit par le haut, soit par le bas. Et il y en a qui disent au final que ça pourrait aussi sortir vers le bas, alors pas forcément aller retaper la tendance, mais dans tous les cas, repartir vers mi 400, non, c'était quoi, je sais plus exactement le prix, mais du coup aller retomber dans ce canal, hein, on est d'accord. C'est tout à fait possible. C'est ce qui est possible aussi. Après, voilà, là où on est dans le cycle en termes de temps, si on va taper pour remonter après, ça prendrait énormément de temps. Donc ça voudrait dire qu'on sortirait complètement au niveau temporel de ce qu'on a connu. De 4 ans, quoi. Voilà, du cycle de 4 ans, et même, bon, là, on suit à peu près, bon, on peut avoir des décalages de plus d'un petit mois ou quoi, mais là, si on commence à repartir pour remonter après, on sortirait complètement du schéma. Donc, en fait, le scénario qui est plus probable, à mon avis, c'est qu'on sorte à la hausse et qu'on aille taper qu'on se situe plutôt dans ce range-là, et c'est pour ça que ça vient si vous entendez un Ether à 1200, à 1400, c'est parce que ça provient de là. Et si vous entendez un Ether à 10, 15K, c'est parce que c'est le top du canal ici. C'est pour ça que 15K, il y a plein de gens qui en parlent d'un Ether à 15K parce que ça correspondrait à un top. Ça ne veut pas dire qu'on va aller forcément taper soit les 15K, soit le bas du canal, hein. On peut très bien aller dans cette zone-là ou dans cette zone-là sans jamais aller jusqu'au bout. Mais c'est un peu les deux scénarios sur Ether, en sachant, comme l'a dit Thibaut, qu'on est sur un triangle de compression, on est sur un bull flag, donc potentiellement, je pense que le scénario le plus probable, et moi ce que je privilégie, même si j'en sais rien, on est d'accord, mais en termes de temps, ce qu'il faudrait pour rattraper si jamais on partait en bas, là où on est dans le cycle, les fondamentaux, bon, ça serait plus logique, encore une fois personnellement, que ça parte vers le haut, même si il faut avoir en tête ces deux scénarios, hein, ça peut péter vers le bas aussi, avec ces deux canaux en fait où pourrait se transiter Ether, mais ça vous donne un peu, quand on entend certains chiffres, d'où ils peuvent venir en fait, hein. Principalement ça peut venir de là pour venir compléter le cas d'Ether qui pour l'instant nous fatigue un peu, mais dans l'idée on va avoir une résolution que dans un sens ou dans l'autre très prochainement, à mon avis. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre qu'on peut très bien même casser à la baisse, mais ce qui va être intéressant, là je ne sais pas si on revoit mon écran, Théo. Yes. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les clôtures en fait. Là, je me suis mis en weekly. Si jamais on vient clôturer en weekly en dessous et qu'on a par exemple donc une ou deux bougies en weekly qui vient clôturer en dessous de ça, et qu'en mensuel en plus de ça on vient commencer encore à clôturer en dessous, là, c'est des signaux qui sont quand même très très forts. Pour l'instant, il y a rien qui nous fait dire que ça pue la merde, quoi. Juste, on se fait chier parce que il se passe pas grand chose et que les gens sont impatients et parce qu'ils se disent absolument là, sur cette date-là, je devais gagner de l'argent. Et c'était un peu le problème, moi, que j'évoque depuis des années maintenant sur cette chaîne YouTube. C'est que la crypto, c'est un peu le canard noir, dans le sens où, en fait, dans toutes les autres classes d'actifs, tu n'as aucune idée. Tu as des idées un peu des cycles, comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais il y a en crypto où on se dit, bon, allez, il y a une année de bear, 3 années de hausse pour le Bitcoin, à partir de telle date, normalement, il y a des alts, et en fait, les mecs, ils viennent en crypto, t'excluent et tu mets complètement de côté le risque parce que tu viens collecter ton chèque sur une période donnée parce que tu es convaincu que sur cette période-là, ça va pumper. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, ça a été le cas. C'est-à-dire que ça a donné raison. C'est-à-dire que c'était réglé un peu comme des horloges, quoi. On savait qu'à peu près, à partir de telle date, tu avais une baisse de la dominance, tu avais à peu près tel truc. Et comme tous les modèles, c'est valable pendant un certain temps jusqu'au moment où c'est breaké, quoi. Comme le stock to flow, le cycle précédent, ça avait très bien marché jusqu'avant le cycle précédent, puis après ça s'est révélé être une vraie daube. Et finalement, après, il a refait quelques modifications en disant ah ben non, en fait, j'ai fait quelques ajustements. Mais en fait, les modèles mathématiques, techniques ou historiques, ils sont bons jusqu'au moment où ils ne le sont plus. Et il y a toujours un retard. Tous les indicateurs techniques ou ce que vous suivez, il y a toujours un retard. C'est toujours des métriques à retardement. Le seul indicateur technique qui n'a pas de retard et que vous pouvez suivre à l'instant T, c'est le prix. En fait, tout le reste, que ce soit le RSI, le MACD ou ce que vous voulez, c'est que des indicateurs
à retardement. Donc en fait, vous avez toujours un train de retard. Et vous pouvez avoir quelque chose qui peut être très rapidement invalidé à partir du moment où tu as une injection de nouvelle liquidité, où tu as un Black Swan comme le Covid, où tu as une baleine qui décide d'acheter le truc parce que, je sais pas, elle aime bien le projet, puis elle achète 50 millions de dollars du token comme ça du jour au lendemain. Donc tu as beau faire ton analyse technique, ton bull flag ou tout ce que tu veux, tu vas te faire éclater parce que derrière, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, vu qu'on est encore sur un marché qui est très peu liquide. La crypto, faut pas se leurrer. Hein. On a l'impression que c'est bon, on est énorme et tout. On représente que dalle, les gars. On représente que dalle. Hein. Tu compares la crypto par rapport au marché immobilier et tout, c'est rien. C'est rien. Nvidia, rien que Nvidia, c'est monté à 3 trillions de market cap. Nvidia, c'est une boîte. Hein. C'est un truc de fou. Donc, quand vous comparez ça par rapport à la crypto, évidemment, on représente rien. Mais pour moi, là, quand vous voyez en fait ce genre de schéma, le scénario le plus probable, c'est qu'on vienne le casser à la hausse. Évidemment, on peut aussi le casser à la baisse. Moi, je vais regarder, je vais évidemment suivre. Si on le casse à la baisse en hebdo et qu'en weekly, on vient clôturer aussi à la baisse, bon, il va falloir regarder d'autres indicateurs, évidemment, mais il va falloir se reposer des questions. Mais pour l'instant, il n'y a rien de comme signe avant-coureur de se dire c'est bon, il ne va pas y avoir d'alt-season, etc. Par contre, il peut très bien encore avoir une continuation de la baisse, d'une correction encore sur les alts. Tant que le Bitcoin reste aussi fort, et si demain on reparle sur le canal haussier, sur la dominance, et qu'on vient refaire un ATH, les alts, ils peuvent reperdre encore beaucoup, beaucoup de valeur. Hein. Et là, pareil, hein, je vous ai mis l'Ether par rapport au Bitcoin en weekly. Pour l'instant, il semble que cette zone-là que je vous avais tracée de support potentiel ou de niveau intéressant pour accumuler de l'Ether, on soit en plein dedans. Donc, ça a mis quand même plusieurs mois, voire plusieurs années pour y arriver. Et finalement, on y est. D'accord ? On a eu une mèche de capitulation. C'est quelque chose que j'aime bien voir. Ça a été tout de suite racheté. Maintenant, j'aimerais que ça consolide là-dedans et qu'on ne vienne pas aller chercher plus bas. De l'autre niveau, si ça ne tient pas, c'est celui-ci, les 0,025. Si ça ne tient pas, c'est les 0,021. Si ça ne tient pas, c'est le plus bas, c'est le 0,017. Et si là, par contre, ça ne tient pas, là, par contre, ça pue la merde. C'est-à-dire que là, on vient casser la tendance long terme, mais très long terme de l'Ether. Hein. Là, je vous mets la tendance de l'Ether long terme par rapport au Bitcoin. On a des points bas de plus en plus hauts et des points hauts normalement de plus en plus hauts. Pour l'instant, le point haut sur ce cycle, on ne l'a pas encore fait. Parce qu'il n'y a pas encore un intérêt pour les institutionnels et pour les retail globalement à prendre des risques, puisque l'Ether, pour moi, c'est considéré comme un proxy pour prendre des risques. Mais si par contre on vient clôturer en dessous de ce point bas, là c'est la tendance de fond depuis la création de l'Ether qui est remise en cause. Donc là, en effet, on pourra se dire, est-ce que ça vaut le coup toujours de l'avoir d'Ether en portefeuille ? Et pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur d'une fin. De remise en cause de la tendance, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que toutes les métriques qu'on regarde, moi je suis un peu de ton avis, ce que je partage aussi sur la chaîne, c'est que si on regarde toutes les métriques et les choses qui ont vraiment compté jusqu'à présent, il n'y a pas une remise en cause du cycle normal. Alors c'est jamais exactement pareil, ça sera un peu différent, on n'a pas les mêmes acteurs, mais dans l'idée, sur les paramètres principaux, il n'y a rien qui fait dire que cette fois-ci, justement, ça sera différent. On n'aura pas d'alt-season parce qu'il s'est passé plein de choses. Si on regarde, comme tu dis, les tendances, les droites, les différents modèles, ce qui s'est passé jusqu'à présent, moi, ça me fait pas dire que c'est vraiment différent, qu'il y aura rien du tout, tu vois. Surtout quand on regarde les West, avec les infos que j'ai qui sont forcément pas exhaustive et j'ai pas toutes les infos, j'ai pas toutes les compréhensions non plus forcément, mais d'après ce que j'ai pu comprendre quand même depuis plus de 5 ans sur le marché, m'intéresser tous les jours, il n'y a pas forcément de raison de paniquer, quoi, tout simplement. Non, puis les gens, en fait, c'est toujours pareil. Ils ont un double standard. Tu sais, ça me fait penser un peu aux féministes aujourd'hui qui ont toujours un peu ce double standard. Quand c'est bon pour leur gueule, elles vont le prendre. Et puis quand c'est pas bon, elles vont reposer le truc un peu à côté et dire ah, c'est toujours la faute des hommes avec le patriarcat et ce que tu veux. En crypto, c'est un peu pareil. C'est-à-dire quand ça va dans ton sens, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de manipulation. Quand c'est à la baisse, c'est forcément de la manipulation et tout. J'ai pas entendu énormément de personnes se plaindre quand on a eu un ATH sur le Bitcoin sur une période de pré-halving, en fait. Pour autant, ça s'était encore jamais vu dans toute l'histoire de la crypto. Mais en fait, quand ça monte, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, on va le payer d'une manière ou d'une autre. Tu vois ? Et là, en fait, je vous remontre un autre exemple. Hein. Si on prend la charte Other par rapport à Bitcoin, donc c'est les alts par rapport au Bitcoin. En linéaire, je ne me suis pas mis en logarithmique, je me suis mis en linéaire pour qu'on voie un petit peu plus. Là, vous voyez, on a donc une droite de résistance, là, une droite de support. Et si je zoome un tout petit peu ici, hop,
par rapport aussi, c'est ce que je disais mercredi, hein, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus, je vous invite à regarder mon live de mercredi, mais regardez, décembre 2020, il y avait eu quelques perfs sur les alts à un moment donné, parce que déjà depuis 2019, on avait une impression monétaire, hein, il y avait déjà des augmentations de liquidité, c'est pour ça que les alts commençaient déjà un petit peu à performer sur des périodes comme ça. En plus de ça, les narratifs sur cette période, c'était des narratifs NFT, GameFi, Metaverse, ce que tu veux, tu avais besoin d'acheter de l'Ether en plus pour pouvoir y aller, donc c'était aussi lié au proxy par rapport à l'altizone, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, il y avait déjà des perfs à ce moment-là. Ensuite, il y a eu une correction avec l'augmentation super importante de la dominance. Je reviens ici. Hein. Hop, on va remettre le graphique. Tac. Ici, entre septembre et décembre 2020, regardez, il y a une augmentation de la dominance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les alts? Au moment où il y avait eu l'augmentation sur les alts, ils se sont fait éclater les alts. Il y a eu une correction, pas forcément en dollars, mais en Bitcoin. Il y a une correction de 60% des alts par rapport à leur valorisation en Bitcoin en 77 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la baisse de la dominance du Bitcoin, on a eu l'impression monétaire, on a eu tout ce qui s'ensuit et on a eu la alt season. Là, regardez où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, on est là. Donc, vous me dites, voilà, moi, ça là, ça crie opportunité pour moi. D'accord? Moi, aujourd'hui, je continue d'acheter. Je dis ce que je fais moi, évidemment, je peux me tromper. Et on peut très bien clôturer en dessous. Hein. Parce qu'après, ce qui est bien avec l'analyse technique, c'est que quand tu as une courbe qui ne fonctionne pas bien, tu peux toujours en trouver une qui va coller avec ce que tu veux, en fait. Donc, bon, c'est aussi la vérité. Mais on peut très bien, là, être sur un support historique. Et en tout cas, quand on est allé toucher à chaque fois cette zone de support, si on avait acheté les alts à ce moment-là, ça a été des achats presque générationnels, historiquement parlant. Là, regardez, en 2017, vous aviez acheté là, vous aviez fait des super belles perfs. Même en 2016, à chaque fois que vous avez acheté cette courbe de support, vous avez fait des super belles perfs sur les alts par rapport au Bitcoin. C'est super important. Ça a été le cas en 2016, ça a été le cas en 2017, ça a été le cas en 2021. Et est-ce que ça sera le cas aujourd'hui? On verra. Moi, je pense qu'on va continuer sur cette tendance. On est venu même, si on zoome un petit peu, hein, on est venu même le tester, ça, cette zone, avec une mèche qui est venue descendre quand même assez bas. Ça a été racheté immédiatement. Donc, c'est une zone à surveiller très, très près. Parce que si on vient clôturer en dessous, bah évidemment, c'est peut-être parce que la dominance du Bitcoin repart à la hausse, que le Bitcoin peut-être repart sur une vague haussière, etc., etc. Mais là, concernant les alts, on est quand même sur des niveaux historiquement bas et sur une dévaluation des alts par rapport au Bitcoin qui est quand même extraordinaire. Hein. Par rapport au cycle précédent, les alts par rapport au Bitcoin ont perdu 73% de leur valeur. Et ça, c'est une moyenne. Hein. Évidemment, tu as des alts qui ont perdu bien plus que ça. Et derrière, bah, quand vous regardez les autres infos hein, qu'on vous présente avec Théo depuis un certain temps, le total market cap en excluant donc le Bitcoin et l'Ether, bah là pour l'instant on était dans une période de latéralisation et là on est revenu réintégrer en fait cette zone de support, mais on est toujours sur une tendance haussière. Regardez, point bas de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut, avec des points hauts de plus en plus haut, on est clairement dans un canal haussier, les gars. On est toujours dans un canal haussier. Si demain, on vient clôturer en dessous de ça, voire même en dessous de ce niveau-là, évidemment, il va falloir se reposer des questions. Donc, ça laisse une marge de manœuvre quand même qui est énorme hein, sur les alts. Hein. D'accord hein. Si on vient clôturer en dessous, vous pouvez vous attendre encore à avoir une baisse de 40-50% encore. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y aura ce scénario-là. D'accord. J'essaie de vous préparer à peu près à tous les types de scénarios. Jusqu'à partir de quel moment le scénario que je vous présente là, d'un bull run, alt season, ce que vous voulez, c'est invalidé. Ça le sera. Mais pour l'instant, on latéralise. On latéralise. Et pour l'instant, le top 10, ça a été ultra résilient au marché. Celui qui a dérouillé le plus, c'est en excluant justement le top 10. Quand vous regardez, là, quand je vous ai mis tout à l'heure, le total, alors là, c'était en excluant le Bitcoin et l'Ether. Regardez la correction. On a eu quand même une belle correction. Et elle n'est pas du tout équivalente à celle qu'on a eue quand on exclut le top 10. Alors, si on prend la mèche, on a eu 35% de correction. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. Si on enlève la mèche, on est à 24% de correction. Si on prend le marché crypto, mais qu'on exclut le top 10, là, ce n'est pas la même. On a eu quand même une correction qui est beaucoup plus importante. On a eu 50% de correction. Évidemment, parce qu'on est sur des actifs beaucoup plus volatiles. Et pour l'instant, la tendance de fond n'est pas invalidée. On a des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne descende pas en dessous de ces niveaux-là. Là.
J'aimerais pas qu'on descende en dessous de ces niveaux-là. On a une mèche qui a été rachetée, on verra. Est-ce qu'on va repartir à la hausse? Bon, moi je l'espère et je pense que c'est le scénario le plus probable. Et pour l'instant, il n'y a aucun indicateur, que ce soit d'un point de vue on-chain, macroéconomique, technique, fondamentaux, empirique, peu importe, il n'y en a aucun qui nous fait dire qu'on est en bear market. Les seuls qui viennent porter le chapeau du bear market aujourd'hui sont ceux qui se sont fait éclater parce qu'ils n'ont pas géré leurs risques. Bon, franchement, c'est ce que j'observe aujourd'hui. Après, évidemment, je peux me tromper. D'accord. Et il n'y a aucune vérité absolue là-dedans. Vous nous direz ce que vous en pensez, les gars, par rapport à ça.